Malgré ses richesses pétrolières et gazières, la RDC, ces grands pays au centre de l'Afrique, a du mal à faire des grands pas dans le secteur des hydrocarbures. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette émission Focus Hydrocarbures. Aujourd'hui, nous allons réfléchir autour d'un sujet aussi intéressant, aussi pertinent. Quels sont les axes prioritaires pour le développement du secteur des hydrocarbures de la RDC? Les défis sont connus, mais aujourd'hui nous allons réfléchir autour des axes prioritaires pour déclencher le développement de ces secteurs. Alors nous allons réfléchir avec M. Ali Mamina. Bienvenue. Merci. C'est une première fois pour nous de vous recevoir. Merci pour ce privilège. Alors, à ceux qui nous suivent, ces milliers de Congolais qui nous suivent, ces milliers d'étrangers, parce que notre émission est diffusée sur YouTube, qui êtes-vous? C'est une question assez vaste. D'abord, merci. Merci pour l'invitation à participer à l'émission. Qui je suis? D'abord, quelqu'un qui n'aime pas beaucoup parler de lui. Mais je m'appelle Ali Mamina Malaw, je suis congolais, fier de l'être d'ailleurs. De père et de mère. De père et de mère, effectivement. Je suis cadre au sein du groupe Ledia, qui est un groupe congolais, encore une fois. Et c'est une fierté pour moi de pouvoir dire Made in Congo. Nous travaillons pour un consortium congolais. Mise en place par un Congolais, M. Jean Lengo Diandinga, que je remercie d'ailleurs pour la confiance qu'il met en moi pour ce travail. Je disais donc que je suis cadre au sein du groupe Ledia, où je m'occupe du business development, comme on dit. Et en plus de ça, je suis au nom de notre société de logistique pétrolière, l'Erexcom Petroleum. Je suis administrateur à la Fédération des entreprises du Congo. Et c'est d'ailleurs à ce titre que, au terme d'une élection, j'ai été élu en 2023 président de la Commission nationale des hydrocarbures à la Fédération des entreprises du Congo. Certainement, il y a aussi des gens qui pourront se demander votre parcours académique, s'il faudrait glisser un mot. Oui, mais écoutez, c'est assez intéressant. Mon parcours académique ne match pas vraiment avec ce que je fais aujourd'hui. Et je pense que c'est vrai aussi de beaucoup de cadres en général, parce que vous découvrez certaines réalités, certains talents au fur et à mesure de votre travail sur terrain. À l'origine, je suis du domaine des sciences politiques. SPA. J'ai fait ma licence en sciences politiques à Earlham College, en Indiana, aux États-Unis. Mes premiers pas dans le monde professionnel étaient plutôt dans le domaine des ONG, de l'organisationnel pour la défense des droits de la RDC, une organisation en particulier, Friends of the Congo, que je peux citer, et qui fait beaucoup de travail de lobbying pour la RDC au niveau des États-Unis et des officiels des États-Unis. Mais j'ai eu l'appel du pays, et le mal du pays. Et donc, au bout de 9 ans aux États-Unis, j'ai décidé de revenir au pays. Et vous ne pouvez pas imaginer, encore une fois, le plaisir et l'honneur et le privilège que j'ai de pouvoir dire que je travaille depuis maintenant 15 ans et quelques mois pour un groupe congolais. Un parcours intéressant, ça nous inspire, nous aussi, à aimer le pays, à aimer le Congo, à aimer l'Afrique. Alors nous allons réfléchir autour de ces sujets importants. Quels sont les axes prioritaires pour le développement du secteur des hydrocarbures de la RDC? Avant d'aborder pleinement ce sujet, quelle est la santé des entreprises pétrolières du Congo? Parce que vous êtes aussi le président de cette corporation au niveau de la FEC. Pendant cette période de crise, comment les entreprises s'adaptent? Vous me permettrez d'ailleurs de profiter de cette occasion pour exprimer toute la compassion et toute la sympathie et tout le soutien que nous avons pour tous nos collègues des sociétés pétrolières qui sont en train de subir un peu l'occupation à l'est de notre pays, parce que ce sont des membres de la FEC aussi, ce sont des membres de notre commission. D'ailleurs, un de mes vice-présidents de la commission, c'est le président des pétroliers du Nord Kivu. Donc vous pouvez imaginer que ce qui se passe là-bas nous préoccupe énormément et nous sommes de cœur avec eux et nous
Nous souhaitons bien entendu que la situation se régularise le plus vite, qu'on retrouve la paix et qu'on sorte de cette situation. Comme vous pouvez l'imaginer, cela signifie que toutes les sociétés, les premières desquelles celles du Nord Kivu, du Sud Kivu, sont en train de subir la crise de plein fouet. Ça a un effet jusque dans la zone ouest ici. Vous pouvez bien imaginer que ça affecte la trésorerie, ça affecte les activités telles qu'elles fonctionnent, que ce soit dans l'amont, mais plutôt dans l'aval pétrolier. La distribution, le transport, la vente. Exactement. Les entreprises sont très résilientes et nous avons beaucoup de fierté, beaucoup de respect pour tous ces entrepreneurs congolais et étrangers qui œuvrent dans le secteur et qui permettent à ce que nous soyons fournis en carburant chaque jour. Ça demande quand même beaucoup de résilience. Donc, je pense qu'en gros et en général, sans entrer dans trop de détails, je pense que c'est le résumé qu'on peut faire, c'est que nous sommes dans une situation qui n'est pas la plus rose, mais nous avons des entreprises qui sont très résilientes et qui résistent. Le message est passé, alors nous allons continuer à réfléchir. Comment justifiez-vous ces contrastes que la RDC possède d'énormes blocs, d'énormes gisements pétroliers, mais avec une production marginale, on suppose 21 000, 22 000, 23 000, 24 000 barils par jour. Comment vous supposez, comment voyez-vous, justifiez-vous ces contrastes? Oh, mais je pense que la justification est plutôt claire, c'est pas sorcier. En premier lieu, il n'y a qu'une seule société qui est réellement en activité dans la production. Il y en a qui arrivent et nous sommes en train de travailler à les encourager à rentrer dans la production et à se mettre réellement dans le travail, dans une des sociétés du groupe pour lequel je travaille d'ailleurs, chez Stream RDC. Mais c'est normal. Quelle est la zone qui est exploitée? La partie côtière. Par rapport au potentiel de la RDC. Nous savons que les plus grandes réserves connues, c'est la cuvette centrale, le Graben Albertine, le bassin Tanganyika et autres. Le bassin côtier n'est qu'un des bassins ou une des zones exploitables du pétrole, et même cette zone-là, nous ne l'exploitons pas entièrement, n'est-ce pas? Donc c'est normal que nous n'ayons pas accès à la totalité de nos réserves ou de nos potentialités. Problème d'investissement, problème de recherche? Bon, oui, problème d'investissement, problème peut-être de marketing du pays, d'une certaine manière. Peut-être qu'il y a un travail à faire de ce côté-là pour pouvoir faire comprendre... Bien vendre ce qu'on a. Bien vendre ce que nous avons, le faire avec la dextérité nécessaire, en prenant compte de ne pas éluder certaines réalités. Il y a des défis réels à l'exploitation du pétrole en RDC. Juste pour à titre d'exemple, pour la cuvette centrale, c'est les problèmes infrastructurels. L'accès est difficile. En termes de route, en termes de route, en termes de... En termes de technologie également, comme défi. Oui, en termes de technologie, comme nous disions que nous sommes dans un tout, en fait. Le pays a ses réalités, que nous connaissons tous. Malheureusement, comme toute industrie, l'industrie pétrolière dépend aussi de certaines autres réalités. Donc, la mise en place d'infrastructures de transport, la mise en place d'infrastructures de transformation, parce que ça signifie qu'il y a certains équipements qu'on ne peut pas trouver localement. Les circuits bancaires également. Doivent être importés. Le circuit bancaire, je n'aimerais pas taper trop sur le circuit bancaire de la RDC parce que, au regard des défis que nous avons dans le pays, le circuit bancaire se bat. Hein. Le circuit bancaire se bat pour répondre aux besoins. On n'est pas encore à 100% là où on doit être. Il y a des améliorations, bien entendu. Mais en tout cas, je ne taperai pas sur notre système bancaire, si ce n'est peut-être de dire que ce serait bien qu'on ait une banque qui soit peut-être à capitaux congolais dans l'avenir, ça peut-être, mais sinon, en tout cas, je ne taperai pas sur le circuit bancaire. Ils font un grand effort.
je trouve, pour pouvoir permettre à ce que les fonds puissent arriver là où ils doivent arriver sur le territoire. Ce n'est pas facile. L'accès même au pays sur le plan routier, comme je l'ai dit tout à l'heure, est compliqué. Donc il y a des challenges, il y a des défis qui sont là et qui font que, oui, ça va demander de gros investissements, mais pas seulement des investissements dans le domaine des hydrocarbures. Ça va demander d'avoir des investissements structurels qui vont permettre ensuite à ce que, dans le cadre de ces investissements-là, que le domaine des hydrocarbures puisse se développer aussi, surtout là nous parlons de l'amont bien sûr, c'est-à-dire de l'exploration. Nous parlons de l'amont, les défis sont énormes, vous les avez évoqués d'une certaine manière, l'infrastructure, vous parlez de la technologie, la main-d'œuvre également qu'on doit citer, parce qu'il faudrait de l'expertise au-delà du diplôme qu'on peut retrouver. Ça fait partie des défis. Alors, nous allons répondre... Vous permettez de vous interrompre par rapport à ça? Exact. Je ne voudrais pas laisser passer non plus cette notion selon laquelle la RDC ne dispose pas de main-d'œuvre pour les hydrocarbures, que ce soit pour l'amont comme l'aval. C'est pas un défi ou bien il faut relativiser? Il faut relativiser, en fait, c'est ce que je veux dire. Nous ne devons pas négliger ou nier les efforts qui ont été faits dans la formation. Que ce soit au niveau de l'UNIKIN, que ce soit au niveau de l'Institut du pétrole et gaz, que ce soit au niveau de des autres instituts qui sont là. Aussi, même à l'est du pays. Un institut qui se trouve à Kimwenza, dont je ne me rappelle pas le nom maintenant. Saint-Pierre-Canisius. Je pense, effectivement, où on est en train également de former des ingénieurs pétroliers dans différents aspects du monde pétrolier, que ce soit dans l'aval, comme dans l'amont, comme dans l'aval. Je pense que la formation se fait. Ce qui manque, malheureusement, c'est la pratique. La pratique. Ce qui manque, c'est la pratique. C'est que le secteur n'est pas encore suffisamment grand pour pouvoir absorber cette main-d'œuvre. Toute cette main-d'œuvre-là. Mais dire que la main-d'œuvre n'est pas formée, je pense que ce serait taper côté. Taper à côté, ce serait désorienter un peu votre public. La main-d'œuvre existe. Je me rappellerai toujours lorsque nous avons eu à mettre en place la société Erexcom Petroleum, et j'en dirigeais le développement à l'époque. J'ai envie de dire 80% de notre personnel que nous avons recruté étaient des jeunes de l'IPG, de l'UNIKIN, que nous avons eu à former et qui nous donnent entière satisfaction aujourd'hui. Donc, vouloir dire que nous ne formons pas, ce n'est pas correct. Maintenant, ce qui est vrai, c'est que la formation académique ne suffit pas. La pratique est nécessaire et c'est vrai que parfois cela fait défaut parce que simplement on ne peut pas absorber tous ces étudiants qui sortent. Focus hydrocarbures, visibilité du secteur du pétrole et du gaz. Alors nous allons maintenant tenter de répondre à la question épineuse. Sur quel angle on doit s'apaisantir pour développer ces secteurs des hydrocarbures? Les défis sont connus, et d'une certaine manière vous avez parlé de ça. Nous sommes entourés de voisins, 9 voisins dont 5 possèdent de raffineries. Il y a d'autres pays tels que le Sénégal qui venaient de lancer une exportation, et il y a des raffineries qui poussent un peu par-ci par-là, mais on doit appuyer sur quel bouton, s'il y avait un bouton, pour qu'enfin ces secteurs se développent en RDC? Alors, votre question est complexe. Je pense que donner une réponse de bout en blanc comme ça serait vous rendre un mauvais service, n'est-ce pas? Donc, je vais essayer de répondre à ça de manière un peu structurée. Qu'est-ce qui se passe? Les pays qui mettent en place des raffineries, comme vous dites, autour de nous, sont des pays qui ont déjà évoluer et répondu aux défis nécessaires pour pouvoir réussir dans leur production. N'est-ce pas? Qu'on parle de l'Angola, qu'on parle du Congo-Brazza par exemple, pour ne citer que ces deux-là, ce sont des pays qui ont déjà bien avancé dans leur production. Ils ont une industrie pétrolière assez assise et multiple. N'est-ce pas? C'est-à-dire nous n'avons pas qu'une seule société qui preste. Même si, par exemple, en Angola, la société nationale a quand même un rôle prédominant,
Mais nous n'avons pas qu'une seule société qui preste, c'est un véritable écosystème. Il y a plusieurs filiales qui... Oui, c'est un véritable écosystème qui s'est mis en place. Lorsque vous avez un écosystème qui se met en place, ça signifie que les synergies entre les différentes entreprises et le pouvoir étatique feront que vous créez les conditions nécessaires pour permettre à ce que l'industrie se développe. La réalité chez nous, c'est que l'industrie pétrolière a été, en ce qui concerne l'amont pétrolier, j'insiste parce que c'est très différent dans l'aval, en ce qui concerne l'amont pétrolier, a été fortement concentrée sur une exploitation par une société. Pendant longtemps. Pendant longtemps, je crois que le premier puits en RDC, c'est le puits Lindo 1 qui est, je crois, en 64. Et jusqu'aujourd'hui, c'est les héritiers de la même société qui sont en train de continuer l'exploitation à ce jour, n'est-ce pas? Donc c'est très difficile lorsque vous avez un seul acteur, et surtout dans une zone aussi limitée que le bassin côtier, c'est très difficile de mettre en place tout un écosystème pour pouvoir permettre à cette industrie-là de croître. Donc, si moi, je devais avoir une première... Donc, il faudrait libéraliser l'amont pétrolier. Il est libéralisé. Non. Il ne faudrait pas non plus qu'on dise autre chose. L'amont pétrolier est libéralisé. Tout le monde, toute société qui a les capacités peut venir négocier un contrat de partage de production avec l'État congolais sur les bassins qui existent et personne ne peut les en empêcher. C'est totalement ouvert, l'État congolais est prêt et prêt à accompagner, et ça c'est une bonne chose, n'est-ce pas? Cependant, la réalité est qu'à ce stade, à ce jour, il n'y a qu'une seule société. C'est difficile, par exemple, je vais vous donner un exemple, il y a ce qu'on appelle les sociétés de services. Ce sont des sociétés qui viennent apporter des éléments de service nécessaires au travail des sociétés pétrolières qui explorent et qui exploitent, n'est-ce pas? Ces sociétés auront beaucoup plus de difficultés à venir lorsqu'ils se trouvent face à un seul acteur dans un environnement réduit, plutôt que s'ils se retrouvent dans un endroit où ils ont une possibilité d'avoir accès à plusieurs acteurs, à plusieurs prestataires vers lesquels ils peuvent offrir leurs services, n'est-ce pas? Et lorsqu'il y a un parterre d'acteurs existants, ces sociétés peuvent venir offrir leurs services, s'installer, engager, former, et on crée ce fameux écosystème-là. Encore une fois, je prends l'exemple de nos voisins. En arrivant à Pointe-Noire, vous aurez un certain nombre de sociétés de services et de sociétés d'exploration que vous retrouvez dans d'autres pays du monde, simplement parce que l'écosystème s'est créé. Et ça a pris du temps, mais ça s'est créé. Donc, la première solution... Alors, comment faire pour parvenir à créer cet écosystème? Est-ce qu'il faudrait faire un plan de développement ou qu'est-ce qu'il faudrait? Il faut faire un plan de développement, il faut trouver un moyen de rendre notre secteur des hydrocarbures attractif, en fait. Parce qu'à la fin, c'est ça, hein, il ne faut pas que... L'attractivité vient d'où? C'est le cadre légal? Il ne faut pas qu'on parle en langue de bois ou qu'on donne un langage policé pour pouvoir simplement dire que nous avons parlé. La vérité est qu'il faudrait que nous ayons 2, 3, 4 sociétés qui viennent s'installer et qui viennent participer à l'exploration et ensuite l'exploitation du pétrole dans le pays. C'est le seul moyen, pour répondre à votre question, pour réellement booster ce secteur dans le pays, parce que c'est le seul moyen pour pouvoir créer l'écosystème nécessaire. C'est le seul moyen pour pouvoir former suffisamment de gens pour que demain, ce soit aussi des Congolais qui soient prêts à se lancer dans cette aventure-là en se mettant ensemble pour pouvoir aller dans développer différents projets. D'autres projets. Donc c'est important que nous puissions garder à l'esprit que tant que nous n'aurons pas rendu le secteur attractif de manière concrète, okay,
Je sais que votre question va venir après, c'est de dire comment on rend ça un secteur attractif. Peut-être ça peut... De manière concrète. Ça mérite une autre émission, je pense. Je pense que ça va dépasser toute une émission. Et peut-être que je ne suis pas la personne la plus appropriée pour répondre à cette question. Je pense que c'est nos autorités du secteur qui peuvent répondre à cette question de manière un peu plus appropriée, de manière pas approfondie. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on doit rendre le secteur attractif. Ça signifie, oui, peut-être travailler sur nos infrastructures. Ça signifie, oui, peut-être travailler sur une meilleure lisibilité du cadre légal. C'est peut-être le management pétrolier, comme vous l'avez dit, un très bon management pour mieux vendre ce qu'on a comme potentiel. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut que le pays mette dans sa logique la promotion de son secteur des hydrocarbures. Et je pense que quand ça vient avec ça, tout ce dont j'ai parlé précédemment viendra avec, c'est-à-dire rendre le secteur plus attractif, améliorer la lisibilité d'un certain nombre de choses. Les investisseurs également vont venir. Exactement. Donc c'est un peu comme ça que je vois la chose. Alors, nous sommes en train de parler de ces sujets aussi intéressants. Quels sont les axes prioritaires pour développer le secteur des hydrocarbures avec M. Ali Mamina, qui est le président de la Commission nationale des hydrocarbures de la Fédération d'entreprises du Congo. Alors, M. Ali, nous chutons dans quelques minutes. Face à la transition énergétique, quelle est votre position? Vous vous sentez menacé ou D'abord, je vais commencer par dire que je suis personnellement un écologiste. Un écologiste, mais dans un secteur pétrolier. C'est intéressant, n'est-ce pas? C'est pas contradictoire. Non, ce n'est pas contradictoire, et je vais citer quelqu'un que j'apprécie beaucoup, M. N'Djé Ayouk, de la African Energy Chamber, qui dit toujours: nous ne pouvons pas être écologistes et mourir de faim. Ça signifie quoi? Ce qui est vrai, c'est que nos pays, la RDC en particulier, sont des pays qui ont encore besoin d'atteindre un certain niveau de développement. Nos pays sont des pays qui n'ont quasiment pas contribué à la pollution dans le monde dans les 50 ou 100 dernières années. Nos pays ont également le droit de se développer. Nos populations ont le droit d'atteindre un niveau où ils peuvent manger à leur faim et avoir des infrastructures nécessaires pour qu'ils puissent vivre une vie heureuse, n'est-ce pas? Au stade actuel, malheureusement, il est vrai que sans les hydrocarbures, ce ne sera pas possible. La technologie n'a pas encore suffisamment avancé pour permettre à des populations qui sont au stade où nous sommes aujourd'hui d'atteindre ce niveau-là de développement en se passant des hydrocarbures. Ce n'est pas possible. C'est la première des choses. Dans le passage obligé. Donc pour le moment, je pense que c'est un passage obligé. Deuxièmement, dans le mot transition énergétique, il y a le mot transition. N'est-ce pas? Ça signifie que, qu'on le veuille ou pas, il va quand même y avoir une période où on devra continuer à utiliser les hydrocarbures au fur et à mesure que nous mettons en place d'autres sources alternatives. Des sources alternatives d'énergie, des alternatives à notre fonctionnement qui pourraient passer sans les hydrocarbures. N'est-ce pas? Donc, pendant cette période-là, nous estimons, nous, que nous avons le devoir, en tant que société pétrolière, de continuer à faire le travail nécessaire pour que les hydrocarbures soient disponibles pour que les populations puissent les utiliser pour atteindre leur développement. Cela ne veut pas dire que nous ne reconnaissons pas que les énergies fossiles peuvent avoir un impact, ou pas peuvent, ont un impact négatif sur l'environnement, ce qui va avec. Cependant, il y a cette nuance-là qui, je pense, est légitime pour nous, en tant que société, qui peuvent réclamer, je pense, à juste titre, qu'on ne devrait pas être victime de notre bon comportement dans le passé et du fait que nous n'avons pas pollué jusqu'à ce jour. Donc, nous devrions être en mesure d'avancer sans être
culpabiliser. Non, c'est ça. Merci beaucoup. C'était un plaisir pour nous de nous entretenir avec vous. J'espère que vous également, chers téléspectateurs, vous avez compris quelque chose sur quel angle, bien que c'est une question qui est trop ouverte, mais au moins notre invité a pu nous dire tout haut ce que nous devons faire et que cela pourrait nous aider à déclencher un débat républicain et scientifique autour de ce que nous devons faire pour développer ce secteur des hydrocarbures. Alors, pour se séparer, une dernière question. Vous avez été nommé récemment président de la commission... Élu président de la commission des hydrocarbures de la FEC, et vous êtes dans le secteur des hydrocarbures. Quel avenir pour ce secteur, également pour votre mandat de président de la FEC? Focus hydrocarbures, visibilité du secteur du pétrole et du gaz. Bon, mon mandat il est simple, il termine en 2027, donc il est connu et je pense que nous allons tout faire pour que le mandat soit fructueux. Le secteur des hydrocarbures a beaucoup d'avenir, je pense, au moins pour les 50 à 100 prochaines années dans le pays. Moi, ce que je peux encourager, c'est que les investisseurs qui sont intéressés par l'exploration puissent venir, que les investisseurs qui sont intéressés par la distribution puissent également venir, que les investisseurs qui sont intéressés par la logistique puissent venir, parce que je pense que la RDC est une terre d'avenir pour tous les domaines, y compris pour les hydrocarbures. Et je pense que nous gagnerons tous à ce que nous solidifions les infrastructures existantes, que nous ajoutions ce qui manque, que nous créions des réseaux, des réseaux maillés un peu plus interactifs. Je pense que nous allons permettre à cette industrie de pouvoir non seulement se professionnaliser encore plus et rendre de meilleurs services à nos populations qui en ont besoin. Un mot à la jeunesse. Un mot à la jeunesse. Je sais que j'ai les cheveux blancs. Surtout celle qui évolue dans ce secteur, qui étudie les hydrocarbures, d'une certaine manière. Je sais que j'ai les cheveux blancs, mais j'aime quand même me penser encore jeune. Non, ce que je peux dire à la jeunesse, 3 choses. La première des choses, on n'est jamais mieux que chez soi. Notre pays a les challenges, les défis qu'il a, mais c'est notre pays. Personne ne le construira à notre place. Personne ne l'aimera plus que nous. Personne ne l'élèvera plus que nous. Donc, c'est un devoir pour la jeunesse, pour nous en général, mais pour la jeunesse en particulier, de savoir que quelles que soient les connaissances qu'ils vont acquérir, quel que soit l'endroit où ils choisissent d'acquérir leurs connaissances, ils doivent savoir qu'ils ont un devoir par rapport au pays. La deuxième chose que je demanderai à la jeunesse, c'est d'être sérieux. Et j'insiste, d'être sérieux dans ce qu'ils font. Sérieux dans les études, sérieux dans le travail, sérieux dans leur comportement général. Parce que, en fait, ce que nous ne voudrions pas répéter, c'est répéter peut-être certaines erreurs que nos aînés ont eu à commettre. Et ce sérieux-là, je pense que ça, c'est la deuxième chose que je demanderais de la jeunesse. Et la dernière chose, bien sûr, que je demanderais de la jeunesse, en particulier des hydrocarbures, c'est de se préparer à prendre la relève. De se préparer à prendre la relève. Ne vous découragez pas. Je sais qu'il y a souvent des parents qui auront tendance à dire « Mais pourquoi tu fais des hydrocarbures? Ça te servirait à quoi? Ça te servira à quoi? Il n'y a pas d'emploi. Il n'y a pas d'emploi dans ce secteur et tout ça. » Écoutez, s'il n'y a pas d'emploi, vous créerez votre emploi. Qui ne trouve pas créé. S'il n'y a pas d'emploi, vous créerez votre emploi dans votre secteur. Mais si c'est le secteur qui vous passionne, si c'est le secteur dans lequel vous vous sentez appelé à évoluer, n'hésitez pas, allez-y. Les opportunités existent et elles existeront toujours. Merci beaucoup, Monsieur Ali. Merci pour ce temps.
Et nous vous disons également merci. À retenir les conseils sages de M. Ali Mamina. D'abord, il faut aimer le pays. C'est un don du ciel. C'est un paradis sur terre, le Congo. Il faut être sérieux. Et en dernier lieu, il faudrait être de ceux-là qui croient en eux et qui aiment ce qu'ils font et qui, s'ils ne trouvent pas, ils peuvent créer. C'est sur cette note que nous vous disons au revoir, portez-vous bien, à la prochaine, énergie, rien que l'énergie. Au revoir.